Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous êtes sur Sud Radio, il est 9h10, excellent réveil. Si vous nous rejoignez, notre débat ce matin, la justice française est-elle trop laxiste? Nous en débattrons avec vous au 0826 300 300, avec nos invités également, Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité Police. Bonjour à vous Linda Kebab. Bonjour. Nous sommes aussi avec Philippe-Henri Honegger, avocat, pénaliste, associé au cabinet Ruben et Associés. Bonjour à vous maître. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur Sud Radio. Je le disais, la justice française est-elle trop laxiste? C'était le cri du cœur hier de la veuve du gendarme Éric Comines, Laurie Leclerc, pardonnez-moi. Oui, Harmonie Comines, qui a eu ces mots forts. La France a tué mon mari. Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Ce suspect connu de la justice pour 10 faits, 10 condamnations. Il affirme avoir percuté involontairement le gendarme. Il a été mis en examen pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Placé en détention provisoire, il risque la prison à perpétuité. Donc un suspect multirécidiviste mais en liberté. Quand on est condamné, Laurie, la prison n'est pas automatique. La peine peut d'une part être aménagée, si elle est inférieure à 1 an, bracelet électronique, semi-liberté, placement à l'extérieur. Les peines de moins de 6 mois doivent obligatoirement être aménagées. Et puis il y a les délais d'incarcération. Près d'un détenu sur 2 n'est pas mis derrière les barreaux immédiatement malgré une condamnation à de la prison ferme. Autre problème, la surpopulation carcérale qui atteint des records. 77 450 personnes incarcérées au 1er avril dernier. Effectivement, alors beaucoup de réactions politiques qui sont intervenues après ce discours poignant. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui comprend ce cri de détresse et de colère, malgré la demande de la veuve de ne pas utiliser son discours à des fins politiques. Il y a eu ces réactions. Jordan Bardella qui a affirmé qu'il n'y avait rien à retirer à son constat. Pour Laurent Wauquiez, ce cri de douleur constitue un appel au sursaut. Éric Zemmour écrit sur X: les politiciens, par leur insuffisance et leur idéologie, laissent des Français mourir. Réaction également à gauche. Ce matin, Clémentine Autain, députée NFP, déclare penser que la solution, ça serait de mettre tout le monde en prison. Tuer les gens qui refusent d'obtempérer, c'est non. Exactement. Et Lucie Castet, la prétendante du nouveau Front Populaire, qui était l'invitée d'une radio concurrente il y a quelques minutes, qui ajoute que les forces de l'ordre et la justice manquent de moyens et que c'est l'une des raisons principales de ce drame qui est intervenu. Linda Kebab, on parlait à l'instant des réactions suscitées par le discours poignant de la veuve d'Éric Comines. Elle a été accusée, traînée dans la boue par un certain nombre d'internautes qui l'ont accusé d'être une facho, quelqu'un d'extrême droite qui cherchait même pour certains une investiture Rassemblement National. Est-ce que c'était des mots d'extrême droite pour vous ce qu'elle a dit hier ? Pour ma part, j'ai pas l'habitude, je le faisais pas avant, je le ferai pas aujourd'hui, de commenter les mots d'une femme qui est frappée à juste titre par l'émotion, qui perd son conjoint, un serviteur de l'État, un gendarme, qui protégeait la société, qui était sur la route dans une mission de sécurité et qui laisse 2 orphelins. Donc cette dame est une veuve qui va élever ses 2 enfants et qui a parlé, c'est un cri du cœur. La responsabilité, elle est dans la bouche des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques évidemment. Je vais vous demander de vous rapprocher des acteurs micro, publics, mais on n'a pas demandé à une personne qui est dans le désarroi d'être raisonnable. Et puis le problème de ces gens qui l'injurient, parce que là vous avez fait état d'un mot comme celui de facho, mais malheureusement cette dame a eu droit aussi à des menaces de mort, a eu ça des a été votre cas dans le passé d'ailleurs, je le précise à titre personnel. Malheureusement on a l'habitude, et c'est un mal français, mais on fait avec. Elle a eu des injures extrêmement dures à son encontre et à l'égard de ses enfants, de la part de personnes qui ont accepté quand même des discours extrêmement politisés, de militants associatifs contre, je cite entre guillemets, les violences policières, et qui passent leur temps à dire que la France et la police tuent, la France et la police sont des états d'apartheid, etc. Donc je trouve ça assez hypocrite de leur part de juger une femme qui parle dans l'émotion d'une chose qui est vraie. Elle vient de perdre son mari sous les roues d'une voiture, tuée sous les roues d'une voiture d'un homme multirécidiviste. C'est un fait. Qui n'a pas obtempéré visiblement à un contrôle de gendarmerie. C'est un fait. Et qui est mis en examen pour meurtre. C'est un fait. Donc je ne vois même pas pourquoi est-ce que des personnes jugent cette dame quand ces mêmes personnes trouvent toutes les raisons du monde. Et c'est le cas encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas un mot pour la victime. Toutes les raisons du monde aux délinquants d'être des délinquants. Alors justement, parlons du profil Philippe-Henri Honegger, de l'homme qui a été incarcéré. Il a 39 ans. Il était en état d'ivresse au moment de son interpellation quand les policiers et les gendarmes l'ont retrouvé. Son casier judiciaire, 10 condamnations, principalement pour des atteintes aux personnes, des infractions à la circulation routière. Bon, évidemment, il risque la prison à perpétuité à ce stade puisqu'il a tué un gendarme. Est-ce que vous comprenez la colère de beaucoup de Français, à commencer par la famille de ce gendarme, qui se disent mais comment se fait-il qu'un homme pareil, après ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, soit encore en liberté, Philippe-Henri Honegger, et en plus au volant d'une voiture avec ses 9 points?
Moi, je comprends la colère, l'indignation, la tristesse de cette dame qui a perdu son mari. Je comprends et je peux comprendre la colère de tout ça chacun face à une situation absolument tragique d'un gendarme qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Mais malheureusement, la question que vous me posez, c'est pas celle-là. Non. La question que vous me posez, c'est est-ce qu'on doit être en colère de savoir que quelqu'un qui a commis une dizaine d'infractions, notamment routières et peut-être des violences sur les personnes, ne soit pas en prison, et si je comprends bien votre question, en prison à vie. Parce que, est-ce que vous savez quand a eu lieu la dernière condamnation ? Est-ce que vous savez quelle était la gravité de cette condamnation ? Est-ce que vous savez le temps éventuel qu'il a ou pas passé en prison suite à ces condamnations ? Moi, j'en sais rien. Donc en fait, l'indignation dont vous faites état, c'est de dire quelqu'un qui a commis 10 infractions dans sa vie pour des infractions routières et des violences, on est au-delà il devrait être en prison. On parle de 10 condamnations quand même. C'est au-delà de l'infraction. On n'est pas sur une amende ou même un. Non, mais une infraction, c'est ça. Ça peut être un délit. Je ne crois pas qu'il était condamné pour des crimes. Mais la question, c'est est-ce que quand on a commis 10 infractions dans sa vie, on doit être en prison jusqu'à la fin de sa vie en France ? Non, je comprends pas cette indignation-là, parce qu'en fait, c'est l'indignation de gens, qui ne connaissent pas le système judiciaire, qui ne connaissent certainement pas les faits pour lesquels ce monsieur a été condamné. Et surtout, je crois, il y a un véritable problème pédagogique de comment doit fonctionner dans la justice et surtout, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Aujourd'hui, on a un recul sur la manière dont les condamnations et notamment les incarcérations fonctionnent en termes de récidive. Si le but qu'on s'accorde tous à avoir, et de dire, à travers les condamnations qui sont prononcées, ce qu'on veut, c'est éviter au maximum la récidive. Je vous donne la réponse qui est celle d'études scientifiques qui ont été faites avec le temps. Ça ne sert à rien de condamner plus et plus fort pour tout un tas d'infractions. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? On va donner la parole à Linda Kebab pour un homme qui manifestement a été condamné 10 fois, parce que manifestement ce qui a été fait n'a pas marché non plus, Linda Kebab. Ce qui a été fait n'a pas marché. Moi, je suis d'accord sur une chose, c'est que la prison française, je sais pas pour les autres pays, est un incubateur à récidive. Mais la plupart des personnes qui vont en prison sont déjà des récidivistes, puisque vous avez eu la pertinence de faire la dissociation entre les infractions et les condamnations. Il a été en effet condamné 10 fois. Or, il est connu pour bien plus de faits, et il a été aussi parfois bénéficiaire de rappel à la loi, etc. Il y a une distinction, j'aimerais vous interrompre, parce que la distinction que vous venez de faire, elle est importante. On entend toujours, la prison fabrique des récidivistes, mais vous nous le dites vous-même, il faut déjà être récidiviste concrètement pour aller en prison en France. Par conséquent, on n'a aucune preuve que ce soit la prison qui entraîne la récidive, puisqu'on est déjà récidiviste. En réalité, la prison française n'a pas aujourd'hui la capacité à faire sortir les gens du parcours délinquant, à les réinsérer. Alors certains, parce que ils ont des profils pour lesquels, j'ai envie de vous dire, de manière très lambda, on peut dire c'est très compliqué et on a peut-être peu de chances de réussir à les resociabiliser et faire d'eux des personnes honnêtes. Mais il y a une grande partie de la population, enfin en tout cas de la population carcérale, face à laquelle les moyens sont absolument insuffisants. Vous parlez de surpopulation carcérale, mais le fait d'être emprisonné avec des personnes qui, entre elles, s'entraînent finalement à être des délinquants plus forts que le voisin d'à côté, je suis désolée, mais c'est absolument pas la solution. Moi, je pense qu'en effet, les conditions d'incarcération en France, elles sont pas à la hauteur, elles sont pas à la hauteur de notre objectif. Parce que la prison, c'est deux choses. Un, c'est réparer la victime, parce que parfois, il y a des victimes qui ont besoin, je suis désolée, que l'auteur aille en prison pour avoir le sentiment d'être réparé, et je suis là-dessus, on va pas juger. Deux, c'est de mettre la société en sécurité en bannissant de cette société, et c'est ça aussi la vertu de la prison. Eh bien, en bannissant la société, dans ce cas-là. Les auteurs, la prison, c'est mettre au banc de la société. Et la troisième chose, c'est que la prison doit permettre de faire en sorte que ce parcours délinquant cesse, et notamment avec un vrai programme de réinsertion, d'apprentissage, etc. Et là-dessus, on est à la ramasse en France, on est complètement zéro pointé. Eh bien, on va en parler justement. Comment expliquer qu'un homme puisse être condamné une dizaine de fois en si peu de temps ? On en parle avec vous tous, avec nos deux invités, et avec vous au 0826 300 300. Tiens, vous parliez de la surpopulation carcérale. Au 1er avril dernier, il y avait 77 450 personnes incarcérées. C'était 4 300 de plus. Donc on emprisonne en France. Malgré tout, dans certains établissements, la surpopulation est de 200%. C'est-à-dire, il y a 2 détenus pour une place. Concrètement, c'est incroyable. On en parle avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h23 sur Sud Radio. La justice française est-elle trop laxiste ? Comment mettre un terme à la récidive, ou du moins mettre un terme au parcours de délinquance de profil comme celui de l'homme qui a fauché ce gendarme Éric Comines il y a 2 jours dans les
les Alpes-Maritimes. On en débat avec nos deux invités, Linda Kebab, policière déléguée nationale du syndicat Unité Police, et Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste associé du cabinet Ruben et associé. Vous disiez justement, la police n'est pas une solution, c'est scientifiquement démontré. C'est ce que vous nous disiez. Je caricature, Philippe. La prison à tout va. Ouais. C'est un lapsus que j'ai fait. La prison n'est pas une réponse et ne met pas un terme à la récidive. Mais nous, on expliquait avec Linda Kebab il y a quelques instants que concrètement, en France, comme on n'a pas assez de places de prison, pour que vous y arriviez, faut déjà être récidiviste. Par conséquent, il n'y a pas de preuve que la prison entraîne la récidive. Non, c'est pas ça ce que j'essaie de vous dire. Intéressons-nous à ce cas précisément, parce qu'en fait, quand on fait des généralités avec la justice, on passe forcément à côté du sujet. Le cas, en l'occurrence, c'est un garçon qui visiblement, à au moins une dizaine de reprises, a soit commis des violences, soit commis des infractions routières, c'est-à-dire probablement des conduites sans permis ou des conduites en état alcoolique ou sans l'emprise de stupéfiants. D'accord ? La question qu'on se pose, c'est ce monsieur, comment on fait pour qu'il recommence pas ? Comment on fait pour ne pas en arriver aux faits qui nous occupent aujourd'hui ? Parce que les faits qui nous occupent aujourd'hui sont sans commune mesure avec son passé. On a un mort, il y a eu une réponse judiciaire qui est venue immédiatement, qui est ferme, il est placé en détention provisoire. On étudiera la question, mais probablement que s'il est condamné, on aura une peine qui sera à la hauteur de la gravité. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qu'il y avait avant. Comment on faisait avant pour empêcher d'en arriver là ? Ce que nous dit toutes les études depuis une vingtaine d'années, c'est que si vous avez conduit en état alcoolique, si vous avez conduit sans permis, si vous vous êtes battu dans votre vie, vous mettre en prison, ça ne servira à rien pour empêcher que vous recommenciez. Ce qui va servir, c'est que vous ayez un suivi social, c'est que vous ayez des gens derrière vous pour, par exemple, vous faire passer votre permis de conduire, que vous alliez voir des psychologues ou des alcoologues pour vous empêcher de recommencer à consommer et à conduire. Ça marche. Mais le problème, c'est que comme l'ambiance générale de notre société est de dire il faut mettre tout le monde en prison, on met pas les moyens là où il faudrait les mettre. Alors je suis un peu gêné d'entendre ce que vous dites parce que j'entends pas parler de la responsabilité individuelle de l'homme qui commet les infractions. Si je vous écoute, maître, j'ai l'impression que c'est la faute de la société si cet homme a tué un gendarme. J'ai pas dit ça. Non, je raccourcis volontairement, mais pour que vous permettre de le préciser. Moi, j'ai une vision pragmatique des choses. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle, elle est évaluée par les juges au moment où vous commettez les faits. Mais la question qu'on doit... Il y a un contexte, malgré tout. Mais bien sûr, mais la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour empêcher ce monsieur un jour de continuer à conduire éventuellement sans permis ou en état alcoolique. De toute façon, il avait le permis, donc au point de faire, ou en état alcoolique, en tous les cas, au point de faire un refus d'obtempérer. La réponse que nous donne, j'allais dire, la science depuis une vingtaine d'années, c'est pas la pédagogie, c'est que les sanctions, parce que c'est des sanctions, ça doit être d'imposer à ces gens-là, non pas de les enfermer dans 9 mètres carrés avec 4 personnes à dormir sur des matelas, mais de donner les moyens pour qu'effectivement ils changent et qu'ils deviennent meilleurs. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de dissuasion pénale en quelque sorte pour des profils comme celui-ci, Linda Kebab, vous le confirmez ? Il peut y avoir de la dissuasion sur certains profils pour la primo-délinquance, c'est-à-dire que si on avait la faculté en France de cesser le parcours délinquant, notamment chez les adolescents ou les très jeunes adultes qui commettent une infraction et qui ne sont pas des habitués en fait de la délinquance, vous pouvez par la prison leur faire peur en tout cas. Mais le problème c'est qu'en France il y a deux choses et c'est important de le préciser, on n'a pas la philosophie de la très courte peine. Très courte peine, c'est pas 6 mois, c'est 1 semaine, 2 semaines, c'est-à-dire non désociabilisant, par exemple pendant les congés scolaires, pendant une période de congé, donc personne ne le sait, mais il faudrait dans ces cas-là une cellule individuelle et apporter un programme de réinsertion qui dit ce que tu as fait n'est pas bien et on va t'apprendre à ne plus avant-goût de la prison en quelque sorte. Oui, il y a des SAS en France, on a le système de SAS qui est proposé aux détenus de longues périodes, de quelques semaines avant leur sortie. C'est un SAS en fait qui va leur apprendre à se réinsérer. Et ça on l'a pas en France. Et on ne le fait pas de facto, notamment pour des très courtes peines, parce qu'on n'a pas cette philosophie. Et juste un dernier point, le problème c'est qu'on a un discours qui est très polarisé en France, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez ceux qui estiment qu'en effet, il faut mettre 15 personnes dans une cellule avec du pain rassis, à leur faire casser des cailloux toute la journée. Aux îles Kerguelen, on l'a déjà entendu. En grosso modo, ce que vous caricaturiez il y a quelques secondes, et en effet, il y a des personnes qui ont ce discours. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée, sauf pour la pédocriminalité, mais ça, c'est la mère qui parle. Et puis de l'autre côté, vous avez les personnes qui disent il faut pas de prison, il faut que de l'accompagnement social. Mais en fait, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut bannir de la société en mettant en prison, on peut punir. C'est-à-dire la responsabilité individuelle, le libre arbitre qui sont mis en avant. Et de l'autre côté, pendant la peine de prison,
eh bien, avoir un véritable accompagnement social, psychologique, etc., contre les addictions. Mais en fait, on n'a pas ça en France. C'est-à-dire qu'on met en prison, on met les gens devant une PlayStation, on les met à 3 dans une cellule sans projet. Ce qui amène parfois aussi à des... Il n'y a pas de projet en France. Et résultat, on a des personnes qui sortent pour lesquelles la prison est un totem. Et parfois, c'est difficile à entendre par la société. Je vais revenir sur une polémique qui a fait scandale auprès des surveillants pénitentiaires il y a 2 semaines. C'était ce braqueur qui a été condamné à une longue peine de prison, braqueur dangereux, qui s'était déjà évadé en faisant sauter un mur quand même. Les surveillants était furieux d'apprendre qu'il allait passer son permis et qu'il pouvait sortir finalement sans surveillance pour prendre des cours de permis, alors même qu'il n'était pas libérable avant les années 2030, si je ne m'abuse. Bon, vous comprenez, Philippe-Henri Honegger, que la réaction de la société, ça fait aussi partie de l'équation ? Oui, non mais et qu'il faut en tenir compte. Encore une fois, que les gens s'insurgent, s'indignent, si c'est ce qu'ils ressentent, je vais pas vous dire, ne vous indignez pas. En revanche, qu'il y a un problème de pédagogie générale et de compréhension sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est ce qui devrait conduire à faire en sorte que les gens ne s'indignent pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là. La prison, si demain, au lieu de dire la prison comme une sorte de truc horrible, on disait en fait la prison, c'est un endroit cadrant dans lequel vous avez des formations, vous avez des réformations, c'est-à-dire des moyens de changer, de vous améliorer. Mais moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette les gens dans ce cadre-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une étude extrêmement intéressante de ce point de vue-là qui a été faite et qui vient démontrer que ce qui fait que les gens ne commettent pas d'infraction, c'est-à-dire avant même qu'ils la commettent, ce qui les empêche de passer à l'acte. La peur du gendarme ? C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas la peur de la prison. C'est pas de se dire je vais avoir une peine de 250 ans, ça change rien, que vous ayez 20 ans ou 250 ans, ça change rien. Ce qui fait qu'on a peur de passer à l'acte, c'est qu'on a la quasi-certitude qu'on va se faire prendre. Ça veut dire quoi ? Moins de prison, plus de police. Exemple routier extrêmement connu en France. Quand on a commencé à mettre les radars automatiques sur toutes les routes, en fait le nombre d'infractions, elle a baissé. Avec un effet secondaire qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a eu moins de contrôles routiers faits par les gendarmes sur les autoroutes et par conséquent on se retrouve aussi quand même avec beaucoup d'automobilistes sans permis. Le nombre d'excès de vitesse a baissé, le nombre d'accidents sur la route a baissé, justement parce que les gens se disaient mais en fait dès que je vais conduire vite je vais me faire prendre. Et c'est ça qui fait qu'on commet pas d'infraction. 0826 300 300 direction Chatou dans les Yvelines sur le 99.9 FM pour Sud Radio. On trouve Jean-Pierre. Bonjour mon cher Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Beaucoup de colère, beaucoup d'émotions et d'indignation depuis hier à l'écoute du discours d'Harmonie Commune. Vous l'avez partagé, vous, ou pas, cette indignation, Jean-Pierre ? Moi j'ai eu la chance de vivre à l'étranger et j'ai vécu en Chine, donc où la sécurité est omniprésente. Exemple extrême. Ouais, l'exemple extrême. Mais en Chine, on n'a pas peur de se balader. On a des portiques dans tous les métros. On a des portiques partout où on passe. Tous les bagages sont scannés. Vous pouvez pas vous balader avec un spray. Vous pouvez pas vous balader avec un couteau. Enfin, voilà. Non, mais vous rigolez, monsieur. Mais en France, franchement, on a. On va pas donner les exemples d'état de droit à la France en prenant l'exemple de la Chine. Excusez-moi, monsieur. Non, mais je peux pas vous donner un exemple de droit. Je vous parle de Laissons Jean-Pierre terminer, on va lui répondre. Moi, je vous parle de sécurité. Oui. Moi, maintenant, je vous avoue, j'ai une fille de 10 ans, j'ai pas envie qu'elle se balade toute seule dans la rue. Pourtant, j'habite à Chatou, on est dans les Yvelines, on est dans des quartiers plutôt sympas. Mais avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend, votre système de... on met en prison... Il y a des gens qui sont en prison qui ne devaient pas y être. Moi, un fumeur de shit qui soit en prison, je vois pas ce qu'il y fait. Un petit vendeur de shit qui a vendu 100 grammes qui se retrouve en prison, il a rien à y faire. Le problème, c'est qu'on mélange. J'ai eu le cas d'un neveu qui s'est retrouvé en prison parce qu'il vendait 200 grammes de shit et il a fait 3 mois. Mais il s'est retrouvé au milieu de gens qu'il aurait jamais dû côtoyer. Il est là le problème, c'est qu'on met des petits dealers avec des mecs, des narcotrafiquants ou des choses comme ça. Quand ils ressortent, ils ont qu'une envie, c'est de faire plus de fric. Aujourd'hui, la prison, elle dissuade pas. Notre police fait plus peur. À partir de là, faut pas s'étonner de ce qui se passe. Un mec qui prend le volant, la voiture c'est une arme. Quand vous voyez les condamnations des gens qui tuent avec une voiture, mais vous rigolez quand le mec il prend 4 ans parce qu'il a tué quelqu'un avec sa voiture, je suis désolé. Un mec qui tue avec une voiture, c'est une arme. Il doit être condamné comme quelqu'un qui a tué avec une arme. Je suis désolé. Le problème, il est là, c'est que quand vous avez un flic qui vous dit, de toute façon, ça sert à rien que je l'arrête, dans 2 heures, il est dehors. Vous trouvez ça normal ? Écoutez, on va faire réagir nos invités, à ce que vous disiez, Jean-Pierre. Merci d'avoir pris la parole depuis Chatou. Alors, à l'exception de la situation en Chine, parce qu'après tout, la sécurité y est présente pour des raisons évidentes. Plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvent actuellement en camp de concentration, notamment dans le Xinjiang. Mais revenons malgré tout sur ce qu'il disait. Les policiers qui disent ça sert à rien que je l'arrête, dans 2 jours il est dehors. Ça, Linda Kebab, je vous ai entendu le dire dans le passé sur Sud Radio, c'est une évidence. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, nargué par des personnes qui sont sorties alors qu'on
n'a pas encore fini de rédiger le procès verbal d'interpellation. Ça existe. Ça, c'est désemparant, c'est démotivant, et puis ça conduit à un syndrome chez les forces de l'ordre d'inutilité. Et de facto, il y a aussi un élément qui est en train de doucement s'instaurer dans notre société française. C'est une culture de la transgression qui frappe tous les niveaux socio-économiques et tous les territoires géographiques. Non, beaucoup plus important. Tout à l'heure, vous parliez de la peur du gendarme. Je parlais du respect du gendarme ou du policier. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette notion-là. C'est-à-dire que le rapport qu'ont les gens, parfois, alors pas tous heureusement, mais en tout cas une certaine partie de la population avec le policier et le gendarme, c'est presque d'égal à égal, estimant que le contrôle n'est pas légitime, avec une forme de défiance, la transgression permanente. Elle a une contestation permanente de l'autorité, mais pas que des policiers, du médecin au service des urgences, du magistrat au tribunal, du professeur à l'école. Et là, il y a vraiment un sujet d'éducation. Et juste un dernier point, on parlait des personnes qui sortent et qui, pour lesquelles en fait il y a une vraie démotivation auprès des forces de l'ordre. Il y a un sujet aussi du côté de la justice qui manque de moyens, clairement, avec une surcharge des parquets. Je vais vous donner juste un exemple que les auditeurs entendent. Quand un officier de police judiciaire, donc un policier ou un gendarme, appelle le substitut du procureur pour lui l'aviser de l'interpellation d'une personne, du résultat de l'enquête, pour savoir quelles sont les suites qui vont être données. Est-ce qu'on le défère, est-ce qu'on le libère, est-ce qu'on le convoque pour une audience au tribunal? Eh bien, c'est 1 heure d'attente parce que les substituts de procureur enchaînent les appels. Et vous savez quoi, à la fin, on ne traite plus des dossiers humains. On traite des dossiers de numéros. Et vous n'avez plus le temps de traiter d'un point de vue humain. Vous vous retrouvez avec des convocations de justice dans 8 mois, 10 mois, et des personnes qui, 10 mois après, sont condamnées, avec des mises en application de la condamnation 12 mois après. Ça n'a plus de sens. Juste le mot de la fin pour vous, Philippe Orino. Je partage totalement le constat qui vient d'être indiqué. Je suis d'ailleurs assez d'accord avec ce que dit ce monsieur, c'est-à-dire qu'il dit il y a certaines personnes, ils n'ont rien à faire en prison parce que c'est l'école du crime, exactement. Mais en fait, c'est aussi le cas de celui qui a conduit sans permis ou qui a conduit en état alcoolique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait derrière? Est-ce que celui qui a tué un gendarme en faisant un refus d'obtempérer, il doit être condamné et il doit être condamné à une sanction lourde? Il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord. Mais c'était pas ça notre débat. Je vous dirais juste une chose. Si on voulait être, par exemple, plutôt que de parler de la Chine, au niveau du taux d'incarcération des États-Unis, c'est 7 fois plus qu'en France. Si on voulait construire suffisamment de prisons pour incarcérer tous ces gens-là, ça représiterait 100 milliards d'investissements, 20 milliards par an en plus. Nous, ce qu'on dit, et c'est d'ailleurs ce que vous dites, hein, madame, c'est qu'il suffit de rajouter, de doubler le budget de la justice, le passer de 8 à 16 milliards, et vous avez 2 fois plus de magistrats, 2 fois plus de procureurs, 2 fois plus de SPIP, et vous avez une action extrêmement efficace pour faire baisser la délinquance. Traduction de SPIP? SPIP, c'est les personnes qui font du contrôle social pour les personnes quand elles sortent de prison ou pour pas qu'elles aillent en prison. On en apprend tous les jours sur Sud Radio. Merci Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste associé au cabinet Ruben et associé. Merci beaucoup Linda Kebab également, déléguée nationale du syndicat Unité Police. Il est 9h36 sur Sud Radio. Nous parlions de délinquance, parfois qui peut avoir des conséquences dramatiques. On va parler de ce qui est encore pire dans quelques instants. Les grandes histoires criminelles françaises, c'est avec le nouveau détective et Julie Rigoulet. À tout de suite.